BFM Business, le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous ce soir dans le grand journal de l'écho. Après un mois de juillet classé comme le plus sec depuis 1959, la France connaît un véritable déficit hydrique et comme les canicules s'enchaînent, c'est la troisième depuis le début de l'été, eh bien, les inquiétudes grandissent, notamment du côté de nos agriculteurs. Éric Frétière, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Irrigants de France. Vous êtes évidemment vous-même agriculteur. Depuis le 15 juin, il y a des mesures de restriction d'eau qui sont prises un petit peu partout. Désormais, elles sont en train de s'intensifier face à la sécheresse. Je crois qu'il y a aujourd'hui 93 départements qui sont concernés par au moins un arrêté préfectoral qui réduit ou qui interdit les prélèvements d'eau à des fins agricoles. Ça vous met dans quelle situation aujourd'hui, vous, agriculteurs ? Eh bien, obligatoirement dans une situation compliquée parce que l'eau, c'est la vie et pour produire, il faut de l'eau et sans eau, il n'y a pas de production. Donc déjà, ça met les agriculteurs, ceux qui n'ont pas accès à l'eau, dans des conditions compliquées. Et tout de suite, on s'aperçoit que aujourd'hui, le réchauffement climatique est avéré, on le subit depuis quelques années. Par contre, le volume d'eau, il est constant. En France, on ne manque pas d'eau, mais par contre, c'est sa répartition dans le temps avec des excès dans les périodes hivernales et des sécheresses. Donc, il faut stocker l'eau. Et moi, à titre personnel, sur mon exploitation, je stocke l'eau. Donc, je subis pas cette complexité-là de subir les arrêtés. Alors, vous venez de dire quelque chose d'important. Vous dites en France, on ne manque pas d'eau. Et pourtant, quand on regarde les images, quand on entend les témoignages des agriculteurs, quand on entend les municipalités, on s'aperçoit qu'il y a une véritable sécheresse. C'est un discours qu'on a du mal à comprendre. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, vous m'avez présenté comme président d'Irrigants de France. Je suis également vice-président d'Irrigants d'Europe. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de se comparer avec les autres pays européens. Et c'est ce que j'ai la chance de pouvoir faire. Et il s'avère qu'au niveau de l'abondance en eau, qui est en fait la pluviométrie, moins les inondations, enfin le retour, c'est les excès d'eau en fait. Et il s'avère qu'on est le deuxième pays européen derrière la Norvège au niveau de cette abondance en eau. Ça veut dire qu'on a de l'eau, mais qu'on ne sait pas la gérer ? Mais surtout, lorsqu'on regarde l'exploitation de cette eau, on se retrouve dans les derniers pays européens parce que on n'a pas mobilisé cette eau. Et aujourd'hui, tous les pays d'Europe, je pense aux pays d'Europe du Nord qui sont souvent un modèle pour nous, eh bien ces pays-là aujourd'hui sont partis dans du stockage. Si on se compare aux autres pays méditerranéens, qui sont les plus gros consommateurs en eau, je pense à l'Espagne, l'Italie, le Portugal, eux sont déjà très très avancés. Et ce qui est tout à fait intéressant dans cette structure, c'est de pouvoir se comparer à ces pays-là, qui sont en avance, qui ont le climat que nous allons avoir d'ici quelques années, et de pouvoir nous anticiper, peut-être pas reproduire les erreurs qu'ils font, mais en tout cas faire aller dans le sens de ce qui est positif, et je pense que le stockage en fait partie. Alors le stockage, c'est ce que vous allez commencer ou continuer à faire. Certains l'ont déjà entamé, ce stockage, pour pouvoir passer l'hiver et préparer par exemple la prochaine saison estivale. Tout à fait, oui. Exactement, le stockage, à titre personnel, c'est ce que j'ai sur mon exploitation. Je retiens l'eau quand elle est en excès dans les périodes hivernales et j'ai mon potentiel pour l'été. Et effectivement, alors c'est pas un modèle identique partout parce que la problématique de l'eau, c'est avant tout une problématique locale. On imagine bien qu'en Bretagne, c'est pas la même chose que dans le sud-est de la France, mais même à l'échelle d'un département, entre le nord et le sud, il y a des différences et donc il faut adapter tous les modèles. Mais par contre, aujourd'hui, les enjeux du changement climatique, le monde agricole est en première ligne. Les agriculteurs sont climato-dépendants et il est impératif et urgent de trouver des solutions. Et il ne faut rien s'interdire. Surtout pas le stockage de l'eau, bien entendu, sous toutes ses formes, mais aussi le transfert d'eau. Il faut analyser effectivement tout et prendre de vraies solutions maintenant. Alors c'est quoi justement ces vraies solutions parce que l'irrigation agricole, c'est vrai qu'elle est souvent montrée du doigt. On dit que les agriculteurs utilisent beaucoup d'eau. Manifestement, c'est une partie seulement, parce que je crois que c'est 9%, c'est ça, de l'irrigation totale ? Oui, même pas, c'est 5 ou 6% des surfaces agricoles utiles totales qui sont irriguées. C'est 10% d'exploitations qui sont irrigables, c'est-à-dire qui ont du matériel mais qui l'utilisent pas forcément. Et en gros, c'est 5%. C'est très faible. Effectivement, on est très en retard. Si on regarde par rapport à l'Espagne, c'est 30%. Mais parce qu'il y a un blocage aujourd'hui qui est fait à ce niveau-là, vous l'avez souligné, et dont les agriculteurs sont victimes,
maritime. Et je pense qu'il va falloir développer cette agriculture si on veut préserver notre souveraineté alimentaire, ce qui est un enjeu, je crois, très important. Comment on fait justement pour est-ce qu'on doit investir sur du matériel, de nouvelles solutions pour moins de déperdition? Oui, alors ce qui est important, il y a déjà un travail énorme qui a été fait sur les 20 dernières années. Il y a 30% d'amélioration de l'efficience. Vous savez, on est passé de l'irrigation gravitaire à l'irrigation par aspersion. Aujourd'hui, on est dans la micro-aspersion, on est dans le goutte à goutte. Il y a déjà beaucoup d'économies. Mais je pense qu'il y en a encore qui peuvent être faites. Il faut regarder toutes les nouveautés. Aujourd'hui, les agriculteurs ont tous des outils de la décision, là, pour la majorité, des stations météo pour leur permettre d'anticiper, de mieux connaître les sols et de bien adapter l'irrigation pour qu'elle ne soit pas gaspillée, mais elle n'est pas gaspillée aujourd'hui, en tout cas. Alors, ça, c'est la question de l'eau qui est essentielle, dont on a besoin notamment en ce moment pour la culture du maïs. Que se passe-t-il avec le maïs? Ça pose problème parce qu'il y a eu des pics de chaleur importants au moment, si je résume, où le maïs était en train de fleurir. Et le maïs a grillé, la fleur a grillé. Oui, tout à fait. En fait, vous savez, le maïs a la particularité d'être monoïque, hein, le mâle avec l'épi et les soies qui sont au bout. En fait, à partir de 35 degrés, ces soies qui sont très fragiles, qui vont féconder les ovules qui deviennent les graines, elle grille à ce moment-là la fécondation. Alors c'est un petit peu tôt encore pour déterminer les répercussions exactes. Les 35 degrés, on les a déjà dépassés 3 fois cette année puisqu'on a vécu 3 canicules. Maintenant, il y a une externalité très intéressante à l'irrigation, c'est le rabaissement des températures. Et le fait d'irriguer son maïs rabaisse les températures, amène de la fraîcheur au sein du champ de maïs et donc permet de limiter cette augmentation de température. Donc on peut espérer qu'il n'y ait pas trop de répercussions par rapport à ça. Mais par contre, les cultures de maïs non irriguées sont dramatiquement impactées. Ça, c'est évident. Ce sont des plants qui ont particulièrement besoin d'eau pendant la floraison et ce cycle, si je vous suis bien, a été un peu cassé par les canicules. Par les canicules, oui. Dans certains départements, je pense à la Manche, je pense à l'Ille-et-Vilaine, qui sont, je crois, les plus gros départements producteurs de maïs, on table sur des récoltes à la baisse. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de cette baisse? Est-ce qu'on est en capacité de l'évaluer? Non, c'est un petit peu tôt aujourd'hui. On voit effectivement ce qu'il va y avoir, c'est toujours une différence très importante entre la sole qui est les productions irriguées et les non irriguées. On sait que les non irriguées vont être dramatiquement bas. Oui, certains agriculteurs disent moi j'ai l'habitude de récolter 16 tonnes cette année, 16 tonnes à l'hectare, je ferai 8 tonnes. Voilà, c'est ça, exactement. Et encore 8 tonnes, c'est déjà beau parce que je pense que dans mon secteur, en tout cas, les agriculteurs qui feront 3-4 tonnes en non irrigué, ils seront contents parce que c'est vraiment dramatique. Par contre, la culture irriguée, au-delà de l'aspect que nous avons vu des températures, s'il n'y a pas trop de répercussions, le potentiel va être préservé. Peut-être pas sur des rendements historiques, mais il sera préservé néanmoins et c'est ce qui est l'enjeu important pour préserver notre souveraineté. Il y a deux questions qui se posent effectivement, la quantité et puis la qualité. Tout ça a des effets aussi sur les prix et sur le marché. Comment est-ce que vous allez gérer cette situation-là ? Parce que le maïs, c'est quelque chose. Le maïs, le blé, ce sont des céréales qui sont utilisées dans beaucoup de choses. Pour vous, les agriculteurs, mais aussi pour être transformés. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne le maïs, c'est à peu près la moitié de la sole qui est réservée pour le fourrage, pour l'alimentation des animaux durant l'hiver, ce qu'on appelle l'ensilage notamment pour les producteurs de lait. Et puis, l'autre partie, qui est le maïs grain, dont 30%, elle, est réservée à l'alimentation animale. Donc, effectivement, il faut de la qualité. Pour avoir de la qualité, il faut de l'irrigation. On revient toujours à la même problématique. Si on veut préserver la qualité du maïs, il va falloir de l'eau. Et il faut de l'eau. À une période où il n'y en a pas, mais il en consomme pas plus que du blé, par exemple. Mais le blé, c'est une culture d'hiver et elle a l'eau au moment de l'hiver. Ça signifie que c'est un manque à gagner pour le cultivateur. Vous arrivez déjà à chiffrer ou pas du tout? Tant qu'on n'a pas les récoltes précises, c'est difficile d'avoir une estimation. Mais ça soulève un vrai problème, la fragilité du monde agricole face à ces enjeux-là. Aujourd'hui, donc, le monde agricole a subi des gelées tardives au mois d'avril. On a subi des grêles absolument terribles dans certaines zones en France où tout a été dévasté.
Aujourd'hui, on a 3 canicules, on a une sécheresse historique. Tout ça, le monde agricole le subit. Et je crois que l'aspect assurantiel, c'est les dossiers dans lesquels on a travaillé dans le Varenne de l'eau, dans la thématique 1. Les trois thématiques ont été abordées dans le Varenne et c'était majeur. Il faut impérativement qu'aujourd'hui, les agriculteurs soient protégés et soient sécurisés par une assurance, parce qu'autrement, c'est pas vivable et c'est pas supportable. On peut pas en un instant voir toute sa production d'une année détruite par un aléa climatique, ça c'est pas envisageable. Comment est-ce que vous allez vous adapter? On voyait le reportage tout à l'heure parler d'agriculteurs qui vont devoir finalement convertir leurs exploitations et peut-être planter d'autres céréales ou d'autres plants pour pouvoir continuer à travailler et s'adapter à ce fameux changement climatique. On a parlé du maïs, on a parlé du blé, il y a le soja aussi, il y a aussi les pommes de terre qui sont en train de pousser. Certains s'inquiètent aussi des récoltes de pommes de terre. On est vraiment dans un changement de typologie d'agriculture? Ben écoutez, je pense qu'on va vers un changement absolument majeur de l'agriculture, mais le problème, c'est le pas de temps. L'agriculture a besoin de temps pour changer. On change pas un modèle agricole comme dans une usine, on passe de pièces rondes à pièces carrées. Ça, c'est pas envisageable. Il faut du temps. Et surtout, il ne faut rien interdire tant qu'on n'a pas une solution de compensation. Parce que sinon, on ne pourra pas avancer. Mais le monde agricole, aujourd'hui, je peux vous dire, sur le travail du sol, sur les couverts hivernaux, les agriculteurs font de l'expérimentation, ils avancent sur beaucoup de choses. Il faut laisser le temps, il faut leur laisser du temps, mais effectivement, le changement est en route, il y a le changement climatique, et il va falloir s'adapter, mais il va falloir un changement de mentalité, parce qu'il va falloir accepter la gestion de l'eau, je reviens là-dessus, et le stockage de l'eau, qui sont 2 enjeux qui sont vraiment primordiaux pour donner les atouts et la notion de durabilité aux exploitations agricoles. Pourquoi vous dites qu'il va falloir l'accepter? Qui ne l'accepte pas? La société, on le voit bien. Malheureusement, ce qu'on retrouve le plus souvent dans les médias, c'est dramatique pour nous. C'est des gens qui prônent un modèle agricole qui n'existe pas, qui est pas viable, en expliquant qu'on n'a pas besoin d'eau pour produire. Et ça c'est pour nous c'est dramatique, quoi. Et aujourd'hui, il va falloir expliquer notre métier. Je pense que on a une part de responsabilité là-dedans, parce qu'on n'a peut-être pas su expliquer pourquoi on sème, pourquoi on arrose et pourquoi on a la nécessité. On a aussi peut-être abusé à une certaine période. C'est possible, mais on peut pas le reprocher aux gens, parce que cet abus, c'était par méconnaissance. C'était pas forcément une volonté d'abuser de produits qu'il fallait pas utiliser. Certes, aujourd'hui, on n'avait peut-être pas conscience non plus que la ressource, voilà, était limitée. Allait disparaître. Aujourd'hui, c'est pour ça que le paradigme va complètement changer. Tous ces paramètres, on est en train de découvrir la limite de l'utilisation de certaines choses, et tous ces enjeux-là, eh bien, le monde agricole va devoir s'y adapter. C'est pour ça qu'il va devoir changer, effectivement, mais pas n'importe comment. Et surtout, il faut lui laisser du temps. Merci beaucoup Éric Frétillard d'avoir été avec nous, président d'Irrigants de France. Merci d'avoir été dans le grand journal de l'Écho.